C'était un jour éclatant sous un ciel cotonneux. Les arbres en fleurs rosissaient les jardins du palais de marbre blanc, bâti avec une grâce presque irréelle. Dans les hauteurs, un aéronef immaculé fendait l'air avec une lenteur majestueuse. La cour brillait de faste et de longs tapis rouges s'étendaient sur les marches, les invités en habits de fête patientaient, les yeux levés vers le ciel. Quand le vaisseau descendit et s'immobilisa, le silence tomba. La première à paraître fut une jeune fille aux souliers rouges. Belle comme une vision, mais assombrie par une mélancolie qu'elle ne parvenait pas à dissimuler, elle songea qu'elle allait épouser un homme dont elle ignorait jusqu'au visage. La foule s'extasia pourtant. L'apparition d'une chevelure argentée, d'yeux rouges comme des flammes, attira tous les regards. Vêtue d'une robe écarlate bordée d'or, la mariée pensait à son futur époux, qu'elle allait enfin découvrir. Mais un frisson glacé la traversa lorsqu'elle vit son futur époux. Un jeune homme s'inclina, une main sur la poitrine. Il déclara qu'il l'attendait depuis longtemps. Ses lèvres esquissèrent un sourire lorsqu'il se présenta. Cassian, archiduc de Terneuzen. Ses yeux bleus luisaient d'espièglerie, ses cheveux d'argent étincelaient sous la lumière. Puis il ajouta qu'ils s'étaient déjà rencontrés. La jeune fille leva une main tremblante, le désignant du doigt. Sa voix se brisa lorsqu'elle balbutia que c'était lui. Elle le connaissait, et l'horreur la saisit. Elle avait accepté de l'épouser. Mais leur histoire commençait 3 mois plus tôt, lors d'un bal donné au palais de l'empereur de l'Empire occidental. Dans les salons, les invités masqués buvaient, riaient, propageaient rumeurs et secrets. L'héroïne, lasse, s'était adossée à un mur et contemplait les ténèbres par la fenêtre, se tordant de douleur au ventre. Elle pestait intérieurement contre le destin. Pourquoi fallait-il que le banquet ait lieu ce soir? La veille, elle avait bu à s'en étourdir avec ses compagnons nocturnes, oubliant totalement cette réception. Souvenir amer. Elle aurait donné n'importe quoi pour s'éclipser. Mais le matin encore, sa mère l'avait pressée avec une insistance dramatique d'y assister. La blonde soupira, consciente que sa mère cherchait à la marier. Résignée, elle décida de se montrer brièvement à l'empereur avant de disparaître. C'est alors qu'elle entendit des discussions à propos de sa mère, qui demandait si elle s'était présentée. Elle l'imagina déjà furieuse, et son sang se glaça. Si elle la croisait maintenant, ce serait sa condamnation. Elle résolut donc de voir l'empereur en secret, laissant à sa mère le soin d'obtenir confirmation de sa présence. Elle leva les yeux vers l'aile voisine, aperçut une véranda au 3e étage, et supposa que l'empereur s'y trouvait. Poussant sur la pointe de ses bottes, elle sauta, se hissa d'un geste vif à la rambarde de pierre et bascula sur le balcon. Elle toucha le sol, et s'immobilisa. Un homme se tenait là. Inconnu. Vêtu d'un uniforme rouge et noir, il la fixait, bouche entr'ouverte, stupéfait de voir surgir cette étrangère. Leurs regards se croisèrent, lourds d'interrogations et d'une fascination muette. Arnay comprit soudain qu'elle se tenait accroupie devant lui, ridicule. Elle secoua la tête, rappelant qu'elle n'avait pas une seconde à perdre. L'homme tendit une main large pour la retenir, mais déjà elle bondit de nouveau et disparut par l'ouverture. L'homme resta figé, bouche entr'ouverte, encore sous le choc. Lorsque les gardes accoururent, alertés par le vacarme, et demandèrent ce qu'il s'était passé, il sourit, affirmant qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'un chat errant. Arnay, elle, ne put chasser cette image de son esprit. Qui était-il? Elle tenta de se convaincre qu'il ne comptait pas, mais l'ombre de son regard persistait. Derrière les vitres, elle s'assura que le couloir était désert, puis franchit le seuil. Elle entra par les grandes portes dans la salle du bal. Les invités, tous masqués, discutaient avec éclat. Sur une table, une élégante mascarade blanche ornée d'or était posée. Elle la saisit, la posa sur son visage et s'éloigna, feignant de ne pas entendre la voix qui demandait qui avait pris le masque. Son regard finit par se fixer sur un cercle d'hommes en habits fastueux, entourant une silhouette qu'elle reconnut aussitôt. Chycrion IV du nom, roi de l'Empire occidental, son oncle et son souverain. Elle fit un pas pour s'avancer, mais sa mère, la duchesse Rosalia Brilly, se tenait juste sous ses yeux. Drapée dans une robe d'écarlate éclatante, elle souriait, questionnant une amie sur l'emplacement de sa fille. Arnay grimaça, mordit ses lèvres. Une dispute éclaterait si elle se faisait reconnaître. Elle recula donc vivement, mais les deux femmes, soupçonneuses, se mirent à la suivre. La jeune fille pria en silence pour que sa mère passe son chemin. La duchesse Rosalia, méfiante, déclara à son amie qu'elle voulait vérifier quelque chose. C'est alors qu'Arnay entendit une voix grave murmurer à son oreille. « Le chat égaré est ici. » Un manteau rouge vint soudain la couvrir. Elle leva les yeux. Devant elle se tenait l'homme du balcon. Son sourire se dessina, tandis qu'il la pressait doucement contre lui. Surprise, Arnay entr'ouvrit les lèvres, mais l'inconnu posa un doigt sur sa bouche et lui intima le silence. La duchesse Rosalia,
frappé de stupeur, recula et s'excusa, croyant interrompre une rencontre privée. La femme demanda pourquoi il restait ainsi immobile. L'homme répondit que sa partenaire était simplement très timide. Elle porta une main à sa bouche, leur souhaita une belle soirée, puis s'éloigna. Arnay resta stupéfaite, mais soulagée que sa mère ait choisi de partir sans insister. Pourtant, en repensant à son sauveur, elle s'interrogea. Pourquoi l'aidait-il? L'homme aux yeux bleus lui demanda si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Surprise, elle ne comprit pas de quoi il parlait. Alors, son mystérieux compagnon affirma qu'il lui semblait qu'elle n'était pas censée être ici. Arnay, réticente, ne donna pas d'explication et lui demanda plutôt pourquoi il l'autorisait à rester alors qu'elle n'avait pas d'invitation. L'inconnu sourit, avouant qu'il trouvait simplement la situation amusante. La jeune fille, fixant ce sourire, s'interrogea sur son identité. S'il ne la connaissait pas, il devait sans doute être étranger. L'homme soupira, concluant qu'il préférait s'en tenir à l'idée qu'elle n'était qu'un chat errant qui avait éveillé sa curiosité. Arnay croisa les bras, surprise, et répéta ces mots pour s'assurer d'avoir bien entendu. Il confirma d'un regard chaleureux, presque tendre. Elle détourna les yeux, se mordit la lèvre, le cœur serré par un malaise inexplicable. Puis, se retournant brusquement, elle le remercia de son aide. Avant de partir, elle plaça dans sa large paume un objet étrange, semblable à un blason miniature, et déclara qu'il était temps pour elle de s'en aller. Cassian, car tel était son nom, la regarda s'éloigner, un sourire aux lèvres, jusqu'à ce qu'un serviteur l'interpelle en l'appelant « Monsieur Cassian ». L'homme abaissa les yeux vers le petit insigne qu'il tenait encore. Le domestique, intrigué, lui demanda ce que c'était. Cassian, incapable d'expliquer, serra l'objet dans sa main et murmura que c'était un signe de gratitude, offert par un chat. Le serviteur, perplexe, changea de sujet. L'empereur le convoquait. Cassian soupira, hocha la tête et déclara qu'il arrivait. Comparé à l'Empire du Nord d'où venait Cassian, tout ici respirait le luxe et la puissance. Une telle grandeur n'avait été possible que grâce au maître de l'épée qui, au fil des siècles, avait défendu l'Empire occidental. L'histoire ne retenait qu'une centaine d'hommes et de femmes ayant atteint ce titre prestigieux, et presque tous venaient de cette terre. Ils avaient toujours protégé leur patrie avec une loyauté absolue, au prix de leur vie. Cassian se rendit donc auprès de l'empereur, intrigué. Installé sur une terrasse privée, il but une gorgée de thé aux herbes, songeant à la grandeur de cet empire. Il confia qu'il aurait aimé rencontrer l'actuel maître de l'épée. L'empereur, renversé dans son fauteuil d'osier, répondit que ce héros n'apparaissait jamais, pas même quand le souverain l'appelait en personne. Cassian posa sa tasse, stupéfait qu'un tel homme osât ignorer l'ordre du monarque. L'empereur, en réalité, dissimulait la vérité. Si d'autres royaumes apprenaient que sa propre nièce Arnay était la maîtresse de l'épée, la duchesse Rosalia, la mère de Arnay le harcèlerait, sachant qu'un tel secret ruinerait ses chances de mariage. Soudain, des éclats de voix montèrent de la cour. Cassian se retourna. Il aperçut une femme en robe rouge qui traînait une jeune fille par l'oreille. Il reconnut aussitôt Arnay et retint un sourire amusé. Malgré son aide, elle avait été rattrapée et punie. L'empereur, feignant d'ignorer la scène, ramena la conversation sur le sujet du jour. Il demanda à son invité s'il avait trouvé une promise. Car tout ce bal n'avait été organisé que dans ce but, unir l'Empire occidental et l'Empire du Nord par un mariage. Cassian but une nouvelle gorgée de thé. Ses pensées se perdirent dans le souvenir d'une chevelure soyeuse, d'un regard rouge incandescent, d'une silhouette vive et indomptable. Il déposa le petit blason doré sur la table et déclara qu'il avait choisi. L'empereur ouvrit la bouche, abasourdi, il reconnaissait l'insigne de sa nièce. Cassian, implacable, répéta qu'il épouserait. En Occident, Arnay Brilly était déjà une héroïne. Fille de duc, maître de l'épée, elle commandait l'élite des chevaliers, l'ordre du Dragon d'Or. Tous l'admiraient pour son courage et sa force. Mais sa mère, insatisfaite, la pressait sans cesse de se marier. Jour après jour, la duchesse Rosalia répétait les mêmes arguments, citant les nobles dames qu'elle connaissait et leurs unions prestigieuses. Arnay, exaspéré, rêvait de s'enfuir loin de cette prison dorée. Sa mère vantait l'amour, rappelant que toutes les jeunes filles de son âge étaient déjà épouses. Arnay la regardait avec colère, étouffée par ses sermons. Puis, la duchesse Rosalia lui demanda si elle savait quel surnom on lui donnait. Arnay supposa qu'il s'agissait de maîtresse de l'épée ou de héroïne. Mais sa mère secoua la tête, puis avec un sourire Arnay rappela que c'était le chien fou. Sa mère ajouta avec colère que ce n'était juste cela, mais le chien fou de l'Empire. Arnay eut un sourire presque fier. Elle avait deviné juste. La duchesse Rosalia poursuivit, expliquant que chaque fois qu'on la proposait à un prétendant, il prenait peur en se souvenant des corrections qu'elle lui avait infligées.
Les yeux humides, elle essuya ses larmes avec un mouchoir. Arnay, furieuse, tapa du pied et détourna le regard, estimant que ses paroles n'étaient rien d'autre qu'un coup de poignard. Mais la duchesse Rosalia répondit simplement qu'une mère ne désirait qu'une chose, voir sa fille aimée. Arnay fronça les sourcils et répliqua que le bonheur revêtait 1000 formes. Sa mère admit que si elle se sentait heureuse ainsi, elle ne l'empêcherait pas de suivre sa voie, mais qu'elle craignait simplement de la voir s'éloigner de toute idée d'amour. Arnay fixa sa mère et soupira longuement. La duchesse Rosalia, d'un ton léger, lâcha que même le monarque s'inquiétait de son mariage, au point d'avoir déjà choisi un prétendant. La jeune fille, surprise, exigea de savoir qui était cet homme. Sa mère répondit calmement qu'il s'agissait de l'archiduc de Terneuzen, issu de l'Empire du Nord, et ajouta qu'il passait pour le meilleur parti de son pays. Arnay s'indigna. Comment pouvait-on la forcer à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas? La duchesse Rosalia sourit avec tranquillité et expliqua qu'une simple rencontre suffisait pour commencer. Le reste viendrait ensuite. Elle ajouta que le jeune homme était fort séduisant. À ces mots, Arnay rougit, puis éclata, criant qu'elle refusait catégoriquement de rencontrer qui que ce soit, peu importait son rang. Mais la duchesse Rosalia ne céda pas. 3 jours plus tard, elle insista encore. 1 semaine plus tard, elle continua. 2 semaines après, elle fit de ses supplications une ultime requête. Arnay, excédé, finit par hurler qu'elle accepterait de le rencontrer, pourvu que tout ce harcèlement cesse. Le jour venu, la jeune fille fut parée d'une robe beige ornée de motifs floraux, ses cheveux entrelacés de bijoux et de perles. Triste, elle pensa qu'elle avait jusqu'ici parfaitement survécu sans mari ni mariage, et redouta même l'idée d'un départ à l'étranger. La duchesse Rosalia, insensible à sa mine sombre, contempla son enfant et affirma qu'elle était la plus belle du monde. Elle déclara qu'il était temps de partir, discrètement, afin de ne pas faire attendre l'archiduc. Arnay, en silence, rumina une idée. Il fallait que le prétendant lui-même refuse cette union. Alors, tout s'effondrerait. Le rendez-vous se tenait dans une salle du palais impérial, richement décorée, baignée de chants d'oiseaux. Tandis qu'elle marchait, Arnay demanda sèchement si sa mère comptait assister à l'entrevue. La duchesse Rosalia répondit que oui, ajoutant que l'empereur et le père de la jeune fille ne tarderaient pas. Arnay comprit que provoquer un scandale en public équivaudrait à un suicide social. La duchesse Rosalia bavardait avec une servante, vantant les splendeurs du lieu. Arnay, profitant de ce moment, ouvrit discrètement une fenêtre et, d'un bond agile, disparut dans le vide. La duchesse Rosalia, entendant le bruit, se retourna et demeura pétrifiée devant l'ouverture béante. Rouge de honte, elle serra son éventail et hurla le nom de sa fille. Au sol, Arnay rassembla les pans de sa robe, cherchant désespérément une échappatoire. Un roulement de carrosse la fit lever la tête. Une somptueuse calèche, tirée par 4 chevaux, passa près du palais. Sans hésiter, elle courut, cria pour qu'on l'attende, ouvrit la portière et se jeta à l'intérieur. Elle se figea. En face d'elle, assis dans la pénombre, se tenait un visage familier, l'homme aux yeux bleus. Dans sa veste blanche et son pantalon sombre, il paraissait encore plus séduisant. Cassian, surpris, lui lança avec amusement qu'il se retrouvait encore, avant de l'appeler, une fois de plus, son chat errant. Arnay, interdite, rougit d'incompréhension. Mais déjà, derrière elle, les cris de la duchesse Rosalia et de la servante résonnaient dans la cour. Alors, d'un geste décidé, elle monta pleinement dans la calèche, s'assit face à Cassian et déclara d'une voix ferme qu'elle sollicitait son pardon et exigeait que l'équipage reparte immédiatement, aussi vite que possible. Le jeune homme sourit. Il la dévisagea avec une curiosité sincère et lui fit remarquer qu'elle ressemblait à une demoiselle cherchant à fuir un mariage arrangé. Puis, doucement, il ajouta que s'il pouvait l'aider, elle n'avait qu'à se servir de lui. Arnay fronça les sourcils. L'idée tournoya dans sa tête. Et s'il n'était qu'un imposteur? Peut-être exigerait-il une récompense. Mais Cassian rit doucement, comme s'il lisait dans ses pensées, et affirma qu'il ne voulait rien. Elle conclut qu'il devait être simplement arrogant. Alors, d'un ton presque provocateur, elle déclara qu'elle acceptait son offre et qu'elle allait l'utiliser. Cassian, rayonnant, répondit qu'il en serait ravi. Arnay, un léger sourire aux lèvres, lui demanda de jouer le rôle de son amant, au moins pour cette journée. Cassian posa une main sur sa poitrine et promit, avec éclat, de tenir ce rôle. La calèche s'éloigna des jardins impériaux, fonçant dans les rues de la capitale. Arnay, la tête tournée vers la fenêtre, observa la ville avec curiosité. Puis, se retournant, elle demanda où ils allaient. Cassian, le regard brillant, répondit qu'ils partaient en rencard. Arnay écarquilla ses grands yeux rouges, surprise, et répéta la question. L'homme expliqua que c'était elle-même qui lui avait demandé d'être son amant. Elle admit que c'était vrai. Alors,
Cassian ajouta que plus il se montrerait en public, plus la rumeur se répandrait, et que son mariage serait annulé. Arnée, hésitante, finit par sourire et accepter. Leurs regards se croisèrent, et le sourire de Cassian, cette fois, semblait sincère et doux, bien plus que rusé. La calèche s'arrêta devant un élégant restaurant dont l'enseigne de bois était ornée de fleurs fraîches. À l'intérieur, Cassian installa Arnée à une table. On leur servit un dessert splendide, un gâteau aux couches roses vives, couvert d'une mousse blanche légère, parsemé de baies luisantes. Arnée se pencha dessus avec méfiance, peu habituée à ce genre de raffinement. Derrière eux, deux jeunes femmes chuchotèrent en la reconnaissant, se demandant qui était l'homme à ses côtés et s'il n'était pas son amant. Cassian les écouta d'une oreille amusée, mais ses yeux restèrent fixés sur sa compagne. À ses yeux, elle paraissait éclatante, à la fois fragile et vive. Absorbé par le dessert, Arnée ne remarqua pas la trace de crème qui lui barrait la lèvre. Cassian, soudain, lui demanda si elle voulait qu'il lui montre le moyen le plus rapide de faire naître des rumeurs. Il leva la main vers son visage. La jeune fille se figea, interdite. Sa paume chaude effleura sa joue, puis son pouce balaya la crème au coin de ses lèvres. Cassian porta le doigt à sa bouche, laissa échapper un sourire et déclara que ce gâteau était délicieux. Autour d'eux, les chuchotements se multiplièrent. Il ajouta d'un ton léger que voilà bien la méthode la plus efficace pour lancer des rumeurs d'amants. Arnée, écarlate, tordit sa fourchette de colère. Elle pensa que ce garçon était décidément fou. Après ce détour, Cassian la ramena devant les portes du palais. Il affirma qu'il avait été heureux de l'aider. Arnée, malicieuse, comprit que ses ragots pourraient parfaitement servir ses plans. Elle le remercia avec un large sourire, ravie à l'idée que son mariage s'éloignait. Mais Cassian, songeur, lui rappela qu'elle lui devait beaucoup. Il lui demanda aussi si, au fond, elle ne voulait vraiment pas se marier, alors même qu'elle n'avait jamais vu le prétendant choisi. Arnée hésita, puis répondit qu'elle n'était qu'une victime des caprices de ses parents. Elle se rappela les paroles de sa sœur mariée. Un homme aussi envié et pourtant jamais de soucis devait forcément cacher un défaut, ou une maîtresse. La jeune femme ajouta qu'aucune personne censée ne voudrait d'elle. Et, surtout, elle refusait l'idée d'épouser un étranger et de quitter son pays. Cassian l'écouta en silence, maîtrisant son trouble et son admiration. Finalement, il se contenta d'espérer que tous ses souhaits se réaliseraient. Très vite, la rumeur se répandit dans la cour. Lady Arnée avait un bel amant. La nouvelle atteignit même l'empereur, qui se montra aussi stupéfait que les autres. La jeune fille était persuadée que le mariage serait annulé. Mais un jour, sa mère l'appela, rayonnante. La duchesse Rosalia déclara qu'elle admirait son audace d'avoir osé rencontrer un autre homme le jour même où son futur mari devait se présenter. Et si elle l'aimait, ajouta-t-elle, rien ne s'opposait à ce qu'elle épouse son amant secret. Arnée, horrifiée, fixait sa mère. La duchesse Rosalia, toujours souriante, assura que le duc s'était montré généreux et qu'il ne s'était pas offusqué de ses caprices. Elle conclut qu'elle acceptait désormais toute solution, du moment que sa fille se mariait. Elle ajouta distraitement que le duc avait eu des affaires ce jour-là, d'où son absence. La jeune fille, bouillonnante d'irritation, comprit que même cette stratégie avait échoué. Alors, d'une voix claire, elle déclara qu'elle ne voulait pas se marier. Point final. La duchesse Rosalia demeura muette, saisie par la sincérité de sa fille. Lentement, elle s'affaissa sur une chaise, pensive, avant de souffler 2 mots, 3 mois. Arnée, interdite, demanda de quoi elle parlait. Sa mère releva la tête et expliqua. Elle ne demandait qu'un mariage de 3 mois. Si, passé ce délai, Arnée détestait son mari et leur vie commune, elle pourrait revenir. La jeune femme, stupéfaite, demanda si cela signifiait un divorce. La duchesse Rosalia précisa les conditions. Pendant 3 mois, elle devrait mener une existence discrète, docile, sans éclat de caractère. Mais ensuite, si elle persistait dans son refus, elle serait libre et ne subirait plus jamais de pression. Arnée, ravie, hocha vivement la tête. 3 mois, elle pouvait supporter. La duchesse Rosalia ajouta, mi-sérieuse mi-amusée, qu'elle n'avait en aucun cas le droit de battre ou de tuer son mari. Arnée répliqua, ironique, qu'elle n'était pas sûre de pouvoir promettre, mais accepta. Ainsi, la décision fut prise, il y aurait mariage. La nouvelle alarma tout l'Empire de l'Ouest. Les rumeurs se propagèrent à une vitesse foudroyante. Lors d'une réunion avec ses généraux, l'empereur dut même calmer un scandale. L'un des commandants affirmait que si Lady Arnée partait, l'armée perdrait une force précieuse. Le souverain, souriant, répondit qu'Arnée recevrait le titre de princesse et serait traitée avec le plus grand respect. Puis, exalté, il s'écria que la jeune fille représentait l'avenir de l'Empire de l'Ouest. Arnée fronça les sourcils, jugeant ses paroles exagérées. Pendant ce temps,
Dans l'Empire du Nord, la nouvelle des fiançailles de l'archiduc de Terneuzen bouleversait les cercles de la cour. De nombreuses dames, déçues, voyaient s'éteindre leur rêve d'union avec Cassian. Fils de l'empereur, deuxième prétendant au trône, il incarnait l'homme idéal de la haute société. Dès lors, de profonds bouleversements secouèrent l'Empire. Seul Cassian, au cœur de ce tumulte, demeura calme et lucide. Avec son serviteur, il évoqua les rumeurs. Comme elle ne disait rien de notable, il soupira et ferma les yeux. Pourtant, une impression persistait. Lors de leur précédente rencontre, l'empereur de l'Ouest, Chicrion IV du nom, avait une réaction étrange en apprenant son choix de fiancée. Il se mit à tapoter son bureau de sa plume, songeur, quand son serviteur, hésitant, lui parla d'un détail qui l'intriguait. Cassian leva les yeux, curieux. L'homme expliqua que le fils du duc Brilly avait une réputation inquiétante. On le surnommait le « chien fou de l'Empire ». Le serviteur lui-même ignorait qu'il s'agissait en réalité de la princesse Arnée. Cassian, assombri, demanda pourquoi. Le serviteur répondit qu'on disait qu'il frappait quiconque avait le malheur de lui répondre de travers. Cassian fronça les sourcils et se frotta le front, songeant avec ironie que sa future épouse appartenait à une famille où un membre se comportait de façon aussi scandaleuse. Peut-être, pensa-t-il, était-ce la raison pour laquelle elle avait grandi si indocile. Cette idée l'amusa malgré lui. Ses réflexions furent interrompues par son serviteur, qui annonça que le dirigeable approchait. Cassian se leva, écarta les papiers sur son bureau et se dit qu'il allait bientôt la revoir. L'aéronef descendait vers le palais et il imagina déjà l'expression amusante qu'aurait cette fille à l'allure farouche. Pendant ce temps, Arnée, assise dans un fauteuil, observait la pièce avec un aplomb étudié, le menton posé sur sa main. Une domestique entra, lui rappela les règles, interdiction de frapper, encore moins de tuer, et surtout pas d'épée. Elle lui conseilla de sourire largement, de parler avec douceur et élégance. Arnée arqua un sourcil, sceptique. Dehors, une foule de curieux s'était massée pour voir la fiancée de l'archiduc. L'intendante invita la jeune fille à descendre de l'aéronef et à se comporter comme prévu. Les portes massives s'ouvrirent, son arrivée fut annoncée. Arnée avança, le dos droit, le pas mesuré. Elle resta parfaitement maîtresse d'elle-même, jusqu'à croiser le regard de Cassian. Il l'accueillit d'un sourire et déclara qu'il l'attendait depuis longtemps. Ce qui nous ramenait au présent, Arnée, figé entre la stupeur et la rage, ne trouva pas ses mots. L'archiduc se présenta alors avec une élégance déconcertante, savourant son trouble. Sa sincérité enfantine, mêlée à son assurance, la désarma presque malgré elle. En le dévisageant, Arnée comprit d'un coup pourquoi elle l'avait aperçu ce jour-là, dans la calèche près du palais. Ses yeux s'embrasèrent. Elle comprit qu'il s'était joué d'elle. Hors d'elle, elle piétina le sol et tourna brusquement les talons. Elle ordonna à sa nourrice de préparer son retour immédiat à bord du dirigeable. La vieille femme, tremblante, supplia sa protégée, redoutant les conséquences. Cassian s'approcha, amusé de dompter une fiancée si rebelle. D'une voix basse, il glissa qu'elle avait une dette à payer et promesse à tenir. Arnée, furieuse, aurait voulu l'insulter, mais resta muette de colère. La nourrice, paniquée, plaqua ses mains sur sa poitrine et demanda au duc de se montrer prudent. Interloqués, les jeunes fiancés se tournèrent vers elle. La vieille femme, à court d'arguments, inventa alors un mensonge. Sa princesse souffrait d'une santé fragile et devait être traitée comme une fleur délicate. Arnée, éberluée, ouvrit de grands yeux. Elle ne comprenait plus rien. Plus tard, échappant à l'agitation des suivantes, elle grimpa dans un arbre du jardin. Les domestiques la cherchaient partout, l'appelaient à grands cris, suppliant qu'elle ne reste pas sous le soleil qui risquait d'abîmer sa peau. Juchée sur une branche, la blonde se demanda comment sa vie avait pu en arriver là. Cassian, en entendant l'agitation, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il aperçut sa fiancée perchée dans l'arbre, ses cheveux et sa robe rose battus par le vent. Il se mordit les lèvres pour ne pas éclater de rire, songeant qu'il n'aurait pas une épouse, mais un chat sauvage. Arnée, soudain, eut l'impression d'être observée. Elle se retourna vivement, mais ne vit personne et fronça les sourcils. Elle finit par descendre de l'arbre, discrètement, se glissant derrière un tronc pour éviter d'être repérée. Elle soupira de soulagement, persuadée d'avoir échappé au regard, quand une voix retentit derrière elle. « De qui te caches-tu » Elle sursauta, furieuse d'avoir été découverte si facilement. Ce fiancé à l'air insolent se tenait là, les yeux rieurs. Elle lui demanda sèchement depuis combien de temps il se trouvait là. Il répondit qu'il venait d'arriver. Elle craignit soudain qu'il ne l'ait vu sauter de l'arbre. Cassian la fixa d'un sourire moqueur et demanda si elle l'aimait déjà à ce point. Arnée écarquilla les yeux, outrée, avant de protester.
Lui, imperturbable, répliqua qu'elle le dévisageait avec un peu trop d'insistance. La jeune fille chercha une excuse, mais l'archiduc l'interrompit, lui demandant quel était son premier avis sur son futur mari. Arnay se dit qu'il ne faisait que la provoquer. Elle répondit vaguement que ce n'était pas aussi mauvais qu'elle l'avait cru. Cassian, surpris par la formulation, la pressa d'en dire davantage. Elle hésita, songeant qu'il semblait parfait et qu'il fallait peut-être vérifier s'il n'avait pas une maîtresse cachée. Mais son silence trahit ses pensées. Ses expressions changeaient sans cesse, et Cassian éclata de rire. Avec un sourire, il devina à voix haute qu'elle réfléchissait à toute autre chose. Rougissante, Arnay serra les lèvres et détourna le regard. Indignée, elle lui reprocha d'oser parler ainsi, alors qu'il n'était même pas marié. Il répondit calmement qu'il était presque. Sa voix chaude effleura son oreille comme une caresse. Il saisit doucement sa main, leva ses doigts fins vers ses lèvres et les effleura d'un baiser. Les yeux fixés sur sa fiancée rougissante, il murmura « Il est trop tard pour t'échapper ». Car, déjà, le château du duc s'emplissait de tumulte et d'agitation. Les serviteurs couraient en tous sens pour préparer la fête. Les suivantes s'affairaient autour de la mariée. La nourrice pleurait, essuyait ses joues, reniflait dans son mouchoir et répétait, incrédule, que leur petit Anor allait vraiment se marier. Elle ajouta qu'il aurait été si bon que la duchesse pût voir cela. Arnay remarqua alors que sa nourrice parlait de sa mère comme si elle était morte, alors qu'en réalité, cette dernière les observait à travers une sphère de cristal violette. La duchesse Rosalia, la mère, s'exprima d'une voix douce. Elle se désolait de ne pouvoir assister à la cérémonie en personne. Arnay répondit qu'elle n'y voyait pas grande différence, puisqu'elle pouvait la voir par ce moyen magique. La mère rit dans son poing, précisa que le père suivrait aussi l'événement, puis ajouta que l'oncle s'était rendu dans l'Empire du Nord pour venir assister au mariage. La jeune fille resta frappée de stupeur. Elle songeait à son projet de divorce et ne savait plus comment affronter ce qui se passait. Sa colère s'apaisa brusquement quand un voile léger descendit sur son visage. Les suivantes annoncèrent qu'elle était prête. Arnay se tenait là, radieuse dans une robe blanche ornée de fleurs rouges cousues aux manches. Le voile, fixé à une fine tiare, tombait délicatement, un collier d'argent serti de pierres écarlates luisait à son cou. Les servantes, postées de chaque côté d'elle, s'exclamèrent qu'elles n'avaient jamais vu une mariée plus belle. Mais Arnay ferma les yeux. Elle ne voulait pas de ce mariage, elle ne se mariait pas par amour. La nourrice apporta un coussin rouge sur lequel reposait une sphère magique. La duchesse Rosalia y posa sa main, contempla sa fille avec des yeux noyés de larmes et la félicita pour la naissance de cette nouvelle famille. Arnay, surprise par ce sourire sincère, sentit son cœur vaciller. Peut-être devait-elle, au moins, rendre sa mère heureuse. La grande salle de cérémonie resplendissait. Des décorations fastueuses magnifiaient l'espace et les invités, richement vêtus, attendaient avec impatience. Près de la porte, un serviteur du duc surprit deux jeunes femmes en train de jaser à propos de la fiancée de son maître. Il pensa que la vie de l'archiduc avait déjà été pleine de complications et que ce mariage ne ferait que renforcer le tumulte. La rumeur voulait que la jeune étrangère fût intelligente et ravissante. Puis, les lourdes portes s'ouvrirent. Le couple entra, main dans la main, vêtu de blanc, semblant parfait. Un murmure d'admiration parcourut la foule. La mariée surpassait toutes les espérances. Arnay, elle, fixait le sol, se demandant si elle avait eu raison de suivre le choix de sa mère. Cassian, de son côté, souriait, songeant aux efforts qu'il devrait fournir pour rendre cette épouse heureuse. L'évêque prit la parole, remercia l'assemblée, puis se tourna vers les jeunes époux. Devant l'autel, il demanda à Arnay si elle jurait d'aimer son mari pour toujours. La jeune fille baissa la tête, glacée par ces mots. Comment des humains pouvaient-ils promettre l'éternité? Elle murmura néanmoins qu'elle jurait. Cassian, lui, répondit d'une voix ferme, sans détacher ses yeux d'elle. L'évêque les invita à sceller leur union par un baiser. Arnay sentit son cœur se figer. Elle avait oublié ce rituel. Éperdue, elle leva les yeux vers son époux. Cassian lui souleva doucement le menton, caressa sa joue et souffla que si elle voulait fuir, c'était son ultime chance. Elle le regarda, se souvint de ses propres paroles, et répliqua avec une ironie glacée qui lui avait déjà dit qu'il était trop tard. Un silence suspendu précéda le sourire éclatant du duc. Il plongea son regard dans le sien et admit qu'elle avait raison. Arnay, cramoisi, sentit son souffle se rompre. Il était si proche, si calme, et déjà son mari. Cassian l'enlaça brusquement par la taille, la serra contre lui et murmura à son oreille qu'il était vraiment trop tard. Il l'embrassa sans retenue, profondément, avec une audace brûlante. Arnay, prise de court, posa ses mains sur ses épaules, tandis qu'il resserrait son étreinte. Autour d'eux, des acclamations et des applaudissements éclatèrent. Après de longues secondes,
Cassian s'écarta enfin, la laissant reprendre son souffle. Arnay crut qu'elle allait défaillir. Ses joues étaient en feu, son cœur affolé. L'évêque déclara solennellement que l'archiduc Cassian et la princesse Arnay étaient désormais mari et femme. La jeune épouse, étourdie, brûlait de gifler son mari pour se baiser devant tant Dieu. Mais Cassian savourait son désarroi. Elle ressemblait à un chat furieux, un peu fou, mais terriblement adorable. Arnay, intérieurement, hurla que ce mariage était voué à l'échec. Soit il finirait par la tuer, soit ce serait elle qui tuerait son mari. Après la cérémonie, le château s'anima d'une fête grandiose. Pourtant, les suivantes saisirent Arnay par les bras et la pressèrent de regagner sa chambre, sous prétexte qu'elle devait se reposer. La jeune femme pinça les lèvres, lasse de cette surprotection. Ses pensées, malgré elle, revinrent à ce baiser volé. Ses joues flambèrent encore, son souffle s'accéléra. Elle revit ses mains puissantes, la chaleur de son corps contre le sien, à travers l'épaisseur de la robe. Elle secoua la tête avec colère, décidée à bannir ce souvenir. Les servantes l'avaient déjà conduite à ses appartements. Les hautes portes blanches aux motifs dorés s'ouvrirent. Ses quartiers resplendissaient de bleu et d'argent, les ornements dorés et argentés miroitant partout. Plus loin, près du grand lit à baldaquin, un sofa blanc reposait sur un tapis beige moelleux. Arnay admit, malgré elle, que cette chambre dépassait toutes ses attentes. Arnay s'assit sur le lit, songeant qu'elle pouvait enfin souffler un instant, tenter de comprendre le tourbillon des dernières heures. Elle ferma les yeux, expira lentement. Les suivantes, non sans un sourire espiègle, prirent congé, lui souhaitant une bonne nuit. Leur voix portait un sous-entendu qui la troubla. Puis, brusquement, elle se souvint. La nuit de noces approchait. Une angoisse glaciale lui serra la gorge. Elle se demanda comment éviter d'en venir à tuer son mari et conclut qu'elle devait fuir immédiatement. Elle grimpa sur l'appui de fenêtre, ouvrit les lourds battants et laissa entrer l'air nocturne, vif et tranchant. La fraîcheur la réveilla, lui insufflant une énergie désespérée. Mais une voix masculine, familière, la fit sursauter. Cassian se tenait déjà derrière elle. Son ton était grave lorsqu'il demanda ce qu'elle comptait faire. Il la fixait d'un air sombre, incrédule à l'idée que sa propre épouse ait pu songer à se jeter par la fenêtre, à peine l'union scellée. Après tout, c'était elle qui avait accepté ce mariage. Arnay sentit la panique l'envahir. Encore une fois, il l'avait surprise. Cassian répéta sa question, visiblement inquiet et irrité. La jeune femme resta figée, les pieds nus sur la pierre glaciale du rebord, incapable de décider s'il valait mieux frapper son mari ou lui dire la vérité. L'archiduc insista. Elle tenta de désamorcer la situation par un rire forcé, prétendant qu'elle voulait simplement respirer l'air de la nuit. Cassian haussa un sourcil. Fallait-il grimper sur une fenêtre pour cela? Son épouse, pieds nus, perchée sur le bord, paraissait prête à tomber d'un instant à l'autre. Son regard s'assombrit. Il demanda si elle envisageait réellement de mettre fin à ses jours. Arnay resta interdite. Jamais elle n'aurait imaginé que son mari puisse songer à une telle conclusion. Pourtant, vu de l'extérieur, cela semblait presque logique. Elle se hâta de nier, balbutiant qu'elle n'en avait aucune intention, même si elle-même doutait qu'un saut d'une telle hauteur puisse suffire à la tuer. La gêne la paralysait. Cassian ne dit rien, se contenta d'un accord murmuré, les yeux baissés. Arnay fronça les sourcils, choisissant de ne pas insister. Comment aurait-elle pu lui avouer qu'elle voulait simplement fuir, effrayée par la perspective de cette nuit? L'archiduc avança, ses pas résonnant sur le sol dans le cliquetis discret de ses souliers vernis. Il tendit la main, lui offrant son aide pour descendre. Arnay déglutit, consciente de l'effet qu'avait sur elle la chaleur de sa voix, mais accepta sa main. La paume ferme, brûlante, fit courir un frisson le long de son dos. En posant son autre main dans la sienne, elle regagna le plancher, le regard fixé sur son visage songeur. Un frisson parcourut son corps lorsque le froid du sol toucha ses pieds nus. Cassian posa doucement ses mains sur ses épaules et lui conseilla de ménager sa santé. Arnay pinça les lèvres, nerveuse. Devrait-elle vraiment partager ce lit avec lui? L'archiduc, troublé, chercha à comprendre. Il se remémora la nourrice criant la fragilité de sa pupille, l'implorant de traiter la princesse comme une fleur délicate. Jusqu'alors, il avait cru qu'Arnay n'était qu'une femme sensible comme les autres. Mais la voir, ainsi, vacillante au bord du vide, il pensa qu'elle était peut-être plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Arnay, confuse, le fixait, prête presque à le frapper pour qu'il la lâche. Mais soudain, ses pieds quittèrent le sol. Cassian l'avait soulevé dans ses bras, avec une aisance déconcertante. Son bras puissant soutenait ses jambes nues, tandis que son autre main la maintenait contre sa poitrine. Un sourire effleura ses lèvres. Il comprit alors combien il faudrait d'efforts pour prendre soin d'elle. Ses mains, pourtant calmes,
serrait sa peau claire avec fermeté. Arnay, horrifié, réalisa qu'elle ne pouvait pas partager le lit d'un homme qu'elle connaissait à peine depuis quelques jours. Elle ferma les yeux, crispée, incapable de trouver une issue. Pourtant, à sa grande surprise, Cassian la déposa délicatement sur le large lit, puis tira sur elle une couverture épaisse. Arnay resta figé, incapable de comprendre. Il se contenta de dire qu'elle devait être épuisée, qu'elle avait besoin de repos pour retrouver ses forces. Elle ouvrit de grands yeux, abasourdie. Son mari, voulait-il vraiment simplement la laisser dormir, en cette nuit de noces? Cassian se pencha vers elle, murmura de ne pas s'inquiéter, de se reposer. Puis il se redressa, recula sans la presser, et sortit, fermant la porte derrière lui. Arnay resta seule. Elle soupira sombrement. Tout s'était déroulé comme elle l'avait voulu. Mais ce qui la rongeait, c'était qu'il la traitait comme une enfant. On explique que dans l'aristocratie, un mariage représentait une transaction, un outil stratégique pour la prospérité d'une maison. Beaucoup crurent que celui de l'archiduc Cassian ne faisait pas exception. Mais ces murmures commencèrent à se fissurer dès que les convives avaient vu les jeunes époux ensemble. On commentait le regard de l'archiduc posé sur sa femme, ce miel débordant de tendresse, cette douceur suspecte. Certains notèrent que la jeune épouse n'était même pas présente au banquet. On s'interrogea. Cassian se souciait-il réellement d'elle à ce point? Un gentleman affirma avoir entendu des rumeurs. L'archiduc aurait chassé du palais tout homme osant lorgner sa femme avec convoitise. Son interlocuteur en resta bouche bée. Si cela était vrai, peut-être l'archiduc était-il réellement tombé amoureux, au premier regard. Peu de temps passa. Arnay, excédé par le bourdonnement incessant des suivantes qui veillaient à sa santé, s'était réfugié dans un arbre, cherchant un peu de paix. Cassian, depuis la fenêtre de son bureau, l'observait avec un sourire. Son serviteur, en le voyant, s'immobilisa, surpris. Le jeune homme ne comprenait pas ce que son maître éprouvait, ni s'il était possible qu'il fût sincèrement tombé amoureux de cette étrangère. L'archiduc se tourna vers lui, l'air pensif, et dit à Alan qu'il voulait lui poser une question. Le serviteur hocha la tête, prêt à répondre à toutes les questions. Mais Cassian, contre toute attente, lui demanda ce que signifiait la tentative de suicide de son épouse lors de leur nuit de noces. Alan se figea, ses grands yeux verts s'écarquillant, incertain d'avoir bien entendu. Après un bref silence, il répondit qu'il n'en savait rien avec certitude, mais que cela traduisait peut-être une haine mortelle du mariage. Cassian soupira, murmurant que cette explication semblait être la seule possible. Désireux de détourner la conversation, Alan se rappela de sa mission et tendit une enveloppe à l'archiduc. Il expliqua que, la veille, le second prince lui avait demandé de transmettre cette invitation. Cassian voulut savoir si Temse Kinsey était reparti immédiatement après avoir livré la lettre. Le serviteur confirma. Cassian observa longuement le cachet de cire, songeur. Lorsqu'Alan osa lui demander quand il comptait rendre visite à l'empereur, Cassian laissa l'invitation sur la table en marmonnant qu'il irait bientôt. Pendant ce temps, Arnay se trouvait dans la cour du château, en compagnie de sa nourrice. Elle buvait du thé tout en conversant avec sa mère grâce à une sphère magique. La duchesse Rosalia contemplait sa fille avec tendresse et jubilation. Elle lui demanda si tout lui plaisait et chanta, sur un ton enjoué, que c'était une période merveilleuse. Arnay s'étouffa presque, rougit vivement et songea qu'elle finirait par briser ce maudit artefact. Avec une désinvolture feinte, la duchesse Rosalia mentionna ensuite que les soldats de la cavalerie de Arnay avaient provoqué un tumulte. Ils s'étaient mis en grève pour exiger le retour de leur maître d'armes. L'empereur lui-même priait Arnay de les calmer. La jeune duchesse pensa immédiatement à ses compagnons d'armes. Sa mère ajouta que certains d'entre eux restaient introuvables et que cette disparition inquiétait profondément le souverain. Arnay répondit qu'en cas de besoin, il pouvait toujours demander l'aide de son oncle Sarno. Mais la duchesse Rosalia rétorqua qu'on disait que celui-ci refusait désormais toute visite, même de la part du duc. La jeune femme tenta d'en rire, prétendant qu'il était simplement occupé, alors qu'elle n'osait avouer qu'elle refusait de le voir. Elle fit tourner la porcelaine entre ses doigts, songeuse. L'image de ces soldats en grève lui revint, avec leur moquerie possible sur sa nouvelle condition. Elle se renfrogna, prête à leur donner une leçon, lorsqu'une domestique aux cheveux orange s'approcha avec un large sourire. La jeune femme montra plusieurs coffres richement décorés de rubans et de nœuds scintillants. Elle annonça que le grand-duc Cassian avait envoyé des présents à son épouse. La duchesse Rosalia, ravie, s'exclama que cet homme semblait vraiment aimer sa fille. Mais Arnay, perplexe, se demanda s'il faisait cela uniquement parce qu'elle avait prétendu vouloir se donner la mort. Un bruissement attira soudain son attention. Ses yeux s'assombrirent. Quelque chose bougeait derrière les buissons. Elle était certaine d'avoir aperçu une silhouette derrière les serviteurs venus livrer les cadeaux. Elle se leva brusquement,
le pressentiment aigu qu'une présence les épiait. Et, effectivement, une tête aux cheveux roux surgit des fourrés. Un sourire éclatant, familier, illumina ce visage qu'elle connaissait depuis longtemps. Arnay resta pétrifié. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu et laissez votre impression en commentaire.